Après une semaine dernière pour le moins compliquée, les marchés cette semaine en revanche se sont nettement repris. Portés comme d'habitude par les propos de Donald Trump et des espoirs plus ou moins fondés de fin de guerre en Ukraine, eh bien les marchés retrouvent désormais sur les indices américains leur plus haut historique. Alors est-ce que ces espoirs sont bien fondés? Est-ce que ces marchés auront la capacité d'aller encore plus haut? Quelles sont les actions qui pourraient en profiter? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine The Last Dance. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche en bas de cet écran. Pensez comme d'habitude à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent un petit peu se former, vous avez plusieurs possibilités à votre choix. Vous avez d'abord l'espace membre qui est gratuit. J'ai pas mis à jour, mais on est bien plus que 700 membres désormais sur le site, qui est en train d'ailleurs d'être enrichi. Il y aura beaucoup de modules ajoutés très certainement à la rentrée, à votre retour de congé pour certains, donc vous serez contents. Voilà, des petits modules un petit peu intemporels pour vous former très tranquillement et gratuitement eh bien, sur le site www.lepodcastdelabourse.fr. Et bien entendu, pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de formation, vous avez nos programmes d'accompagnement MTT Trading Premium et MTT Découverte qui donnent lui accès à l'essentiel des marchés. D'ailleurs, sur le programme Découverte, je sais que ça m'a été demandé. Je pense qu'on va faire une belle promo à la rentrée, donc voilà, restez attentifs. Je pense qu'on communiquera bien sûr sur les réseaux et également sur la newsletter. Je remercie très chaleureusement mes nombreux partenaires qui me permettent de produire tout ça gratuitement pour vous. Trade Republic, Urucha, la gestion privée, Pro Realtime, le logiciel que j'utilise au coffre également .com, avec qui je vais réaliser donc pas mal de contenu également vidéo. Ça m'a été bien sûr demandé sur l'or et l'argent. Vous verrez tous ces petits programmes à la rentrée et bien entendu Bitvavo. Alors Bitvavo très intéressant parce que vous avez ce lundi, normalement, si j'ai le temps, lundi ou mardi, mais normalement ce lundi, vous aurez une vidéo sur la mise à jour crypto. Je vous ai promis depuis le début de l'année de vous faire tous les mois une mise à jour crypto. Et bien voilà, on arrive donc sur ce mois d'août, je vous la fais. Alors il y a des choses intéressantes, je vous la tease un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Je l'avais dit lors de la dernière vidéo. Suite à la dernière vidéo, il y a eu le pump, le premier pump. On a eu le repli. Et là, il y a des congestions, des constructions qui sont vraiment pas mal, vraiment intéressantes. Il faut rester très attentif. Il y a des news en plus qui portent bien évidemment les cryptos. Donc, bien entendu, soyez attentifs parce que je pense que cette vidéo peut éventuellement déboucher sur de très belles configurations. Donc, rendez-vous en début de semaine prochaine. On passe donc désormais au programme du jour, donc la vidéo The Last Dance avec la dernière danse avec Powell, Jérôme Powell, président de la Fed, et Donald Trump. Donc on parlera bien entendu d'abord de l'actualité économique. Alors il y a jusqu'à la rentrée, il n'y a pas de questions de la semaine. Toutefois, je récolte et je collecte plutôt toutes vos questions. Donc, on reprendra bien sûr le format des questions de la semaine. Mais j'ai agrandi le nombre de titres à étudier, à analyser. Donc, à la rentrée, on réduira un petit peu le nombre et on remettra bien sûr la question de la semaine. Donc, on parlera de bien sûr l'actualité économique. On parlera des indices, donc surtout du CAC et du CAC Small. Ensuite, on ira sur d'abord les big et puis les small. On parlera de Total Energy, de Capgemini, de Hermès, de Schneider Electric, de LVMH, de Kering, Seb, Bouygues, GTT, Thermador, Air France, Soitec, Engie, Reworld, Technip Energy, SPI, Rémi Cointreau, Pernod, Vetoquinol, Walter, ArcelorMittal, belle configuration en mensuel, on l'avait vu il y a quelques temps, Téléperformance, toujours en grande difficulté, Alstom, Edenred, Antin Infrastructure, qui a fait son pullback.
Doron qui a publié cette semaine, Valourec qui était dans le suivi la semaine dernière, Sequana qui était dans le suivi la semaine dernière, qui a pumpé, qui est revenu en arrière. Eutelsat, Vivendi également. On partira aux États-Unis avec bien sûr Eli Lilly et Novo qui font l'actualité. Fortinet qui a également bien dérouillé. On parlera de Tesla, on fera le suivi de Tesla. Nextera également, AMD, Apple qui a fait quelques annonces d'investissement aux États-Unis et on fera comme d'habitude le suivi de Nvidia. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous avez également 3 titres à suivre, plus ou moins spéculatifs d'ailleurs, 3 titres à suivre en fin de vidéo, donc pensez bien à rester jusqu'à la fin et bien sûr comme d'habitude le légendaire screener Trend Following pour vous donner quelques idées. Voilà donc pour eh bien, ce programme très chargé, sans transition et sans plus attendre, on démarre donc avec le résumé de la semaine. Donc on démarre comme d'habitude avec eh bien, la saisonnalité, hein, vous le savez, une saisonnalité qui nous indique que le mois d'août n'est pas un mois du tout catastrophique en général, hein, c'est plutôt un mois, voilà, on le sait, un petit peu en zigzag. C'est un petit peu d'ailleurs ce que l'on voit sur les marchés en ce début du mois d'août, des baisses qui sont achetées, des hausses qui sont plus ou moins vendues, des résultats pour certains qui sont un petit peu différents. Voilà, on avance en ordre dispersé d'ailleurs. On voit que véritablement, je ne sais plus si je vous ai mis une slide là-dessus, que le poids des 10 plus grosses entreprises au S&P 500 ont porté le S&P 500 ces dernières années, et ça s'accélère de plus en plus. C'est peut-être un point d'inquiétude d'ailleurs. Donc bon. Donc si vous voulez tout ça, pour le moment, on a un mois d'août qui, somme toute, est plus ou moins logique. C'est la même chose sur le Nasdaq qui, lui aussi, généralement, après les années d'élection présidentielle américaine, fait globalement plus ou moins rien. Pour la saisonnalité, si on devait tracer un graphique de performance, ben voilà, là aussi, hein, on le voit, depuis ces dernières années, depuis 1994 à nos jours, et depuis les 30 dernières années, eh bien voilà, on est dans une période où généralement on a un petit peu de zigzag. Lorsque l'on zoome un petit peu dans le détail, je sais que vous aimez beaucoup ça, moi aussi ça tombe bien, sur les détails d'indice par indice. Donc vous avez le Dow Jones qui est, voilà, on est à peu près là. Donc bon, vous avez compris que c'est quand même globalement pas catastrophique, hein, on ne peut pas dire que ce soit... Mais voilà, on sait qu'en revanche, septembre est beaucoup plus difficile. Donc au mois d'août, il y a encore, à mon avis, des petits trucs à faire. Il faut juste être beaucoup plus prudent parce qu'il n'y a pas réellement de directionnalité. C'est après, potentiellement, que les choses se compliquent. Le Nasdaq, lui, est plus fort, on le voit sur cet écran. Mais quand même, lui aussi a un petit peu plus de mal à avancer. Alors après, évidemment, le mois d'août peut être différent de la stat moyenne avec des annonces. Voilà, si demain Poutine et Zelensky trouvent un accord, évidemment que les marchés progresseront. Voilà, il peut y avoir évidemment des catalyseurs qui changent tout, mais sans catalyseur, a priori, je dis bien a priori, on s'oriente plutôt, à mon avis, vers cela. C'est la même chose pour le DAX, un peu moins bien pour le DAX d'ailleurs, qui déjà lui début août commence normalement en moyenne à dégringoler un petit peu. Le CAC 40 c'est également la même chose, donc il y a une baisse au début du mois d'août et en général ça va un petit peu mieux sur la fin août et début septembre avant de repartir à la baisse. On sait très bien également que eh bien, sur le CAC 40 vous avez une performance, donc ça c'était sur le mois de juillet qui a été plutôt bonne, hein, donc dans les standards finalement de la moyenne, mais on sait aussi, donc voilà, que la surperformance sur le mois de juillet est également très forte, mais on sait aussi voilà, que le mois d'août généralement est un petit peu moins bien sur le mois d'août, avec une performance moyenne sur les 10 dernières années de moins 1,3%. Sur les small, c'est vrai aussi dans une moindre mesure, avec une moyenne de moins 0,5%. On est tranquille au niveau des publications, puisque vous le savez là aussi, en termes de publications. Il y en a eu encore un petit peu sur les US, mais nous, France, Belgique et Pays-Bas, normalement, on va passer un mois d'août tranquille. Un mois de septembre moyennement tranquille, mais surtout fin septembre ça va revenir. Cette semaine au niveau des États-Unis, on a eu pas mal de publications encore très intéressantes. On a eu notamment AMD qui a été intéressante, on a eu Uber également qui a été intéressante, alors intéressante à regarder, hein. Voilà, Uber, belle publication sur Uber d'ailleurs qui a été plutôt
plutôt saluer. Donc je remets comme d'habitude les one-pagers du biais financier que j'aime beaucoup, qui sont voilà, encore une fois très clairs. Donc Uber, très sympa. Novo Nordisk, dont on a déjà pas mal parlé, moins sympa. Donc je vais y revenir hein, sur Novo, parce que bon, c'est vrai qu'on me demande beaucoup de choses sur Novo. Je vais vous donner mon sentiment encore une fois. Je trouve que, en tout cas, je vais vous teaser, hein, elle sera dans la deuxième partie de la vidéo, mais je trouve que quand même là on commence à revenir sur des niveaux qui deviennent intéressants. On commence à réagir d'ailleurs sur ces niveaux-là. Je pense qu'on entre petit à petit dans une zone d'accumulation qui peut être intéressante. Maintenant, évidemment, ce secteur d'activité, il faut le pondérer correctement dans un portefeuille. Il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon on peut avoir de mauvaises surprises. Donc désormais on passe à l'actualité, hein. Il y en a pas mal mais pas énormément. Alors j'avais commencé à écrire les slides qui viennent, donc les choses ont un petit peu avancé. Donc après le départ surprise d'Adriana Kugler, Trump s'apprête désormais à nommer son successeur. Donc d'ailleurs il en a parlé hier soir, ce sera la dernière slide d'ici la fin de la semaine. Mais ce n'est que la première étape. Il a aussi en ligne de mire, bien sûr, la présidence de la Fed, d'où le titre, bien sûr, de la vidéo, Une dernière danse. Donc ce n'est pas que du provisoire. Le futur remplaçant de Kugler n'aurait que quelques mois de mandat, mais Trump pourrait le proposer pour 14 ans de plus. Et même pour succéder à Powell. L'idée, c'est bien sûr le faire peser dès maintenant dans les réunions de la politique monétaire. Donc le même jour, donc Trump a limogé, vous l'avez vu, la patronne du bureau des statistiques de l'emploi, l'accusant de truquer les chiffres. Alors ça va faire écho peut-être à quelque chose que je vous ai dit il y a un petit moment déjà, c'était lors des élections présidentielles américaines. Je vous avais dit ceci, je vous avais dit, c'est que ça va vous paraître complotiste, mais vous verrez que si Trump est élu, il faudrait que je retrouve cet extrait de vidéo où je vous le dis, mais ceux qui me suivent s'en souviendront très certainement, puisque c'est rare que je dise des choses comme ça. J'avais dit, vous verrez que si c'est Trump qui est élu, lorsque Trump sera au pouvoir, il se plaindra ou se rendra compte, on ne sait pas évidemment, que les chiffres de l'emploi américain sont pas tout à fait exacts. Donc, est-ce que les chiffres de Biden ont été truqués? C'est possible. Est-ce que Trump va faire la même chose? C'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense sincèrement que Trump s'est rendu compte aussi qu'il y avait des choses qui étaient assez inexactes ces derniers mois. Donc mécontent, il a limogé Erika McEntrefer, je crois qu'elle s'appelle, la patronne du bureau des statistiques de l'emploi. Donc voilà, alors une décision qui inquiète, parce que évidemment les anti-Trump vont dire que c'est une... ça se fait pas, c'est une alerte contre l'indépendance des données, ça va mettre de la pression sur les institutions, donc les économistes anti-Trump surtout crient au scandale, et donc potentiellement ça peut faire commencer à douter les marchés. Bon, nous verrons. Tout ceci fait que vous avez un cocktail explosif, bien sûr, les droits de douane, l'inflation, les licenciements, il y a beaucoup d'éléments. On voit que Trump véritablement est sur tous les fronts, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Après, alors c'est toujours la même chose, hein. La problématique avec la politique et Donald Trump en particulier, c'est qu'un personnage comme lui, il est difficile d'être objectif, parce que soit on l'aime en général, soit on le déteste. Alors, pour ma part, vous le savez, j'essaye toujours de ne pas faire de politique, j'essaye toujours d'analyser les faits, j'essaye toujours de regarder les faits. Même s'il est vrai que je ne suis pas forcément un adepte du personnage, pour connaître, si vous connaissez un petit peu ma personnalité, forcément, elle est différente de celle de Donald Trump, qui, pour moi, est un Américain type, hein, c'est-à-dire parfois, alors pas tous évidemment, je dis type, parfois un petit peu d'arrogance, parfois la volonté de tout contrôler, la volonté d'avoir le pouvoir sur tout, peut-être, avoir... Mais une fois qu'on a dit ça, lorsque l'on regarde les faits,
eh bien, il est pour le moment, hein, alors, lors de son premier mandat, c'est une chose, mais sur ce mandat-là, il n'a pas fait que des bêtises, Donald Trump. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, on peut dire que c'est plutôt une réussite son mandat. Donc nous, Européens, forcément, je parle plutôt de réussite pour les Américains, nous, Européens, on voit les choses d'un œil différent, c'est sûr. Probablement avec une pointe de jalousie aussi, c'est sûr, je l'avoue. Hein, c'est vrai que lorsque l'on voit nos politiques français, européens, bah, ils sont pas forcément catastrophiques tous, mais c'est vrai qu'il y a une différence, notamment dans l'implication et l'amour qu'ils donnent à leur patrie. Et donc Trump, on pourra lui reprocher encore une fois énormément de choses, et il fait certainement beaucoup d'erreurs, peut-être autant que les Européens, mais en tout cas, il essaye en tout cas de faire des choses. Et ça, quand même, alors nous, les médias, etc., s'emparent de l'anti-Trumpisme, mais lorsque l'on regarde quand même les articles aux États-Unis, il y a beaucoup quand même, et les sondages, hein, le peuple américain est quand même relativement satisfait du mandat de Donald Trump. Donc voilà, donc on verra la suite. Hein. Moi je pense que tout ce qu'il fait n'est pas bon. Hein. Je pense que ça peut devenir une politique un peu hors de contrôle. Je pense que les droits de douane ne sont pas forcément quelque chose de positif, y compris pour les États-Unis. Je pense que la déréglementation sur un certain nombre de sujets n'est pas forcément positive pour les États-Unis et peut mettre en danger le monde entier. Mais voilà, il va falloir du temps pour avoir du recul, pour voir véritablement qu'est-ce qui va être appliqué et véritablement toutes les conséquences. Donc voilà, donc la volonté évidemment hein, cachée de tout ça, c'est de remplacer Jérôme Powell à la tête de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, par un fidèle. Donc, et c'est donc hier soir, pour le coup, le président américain Donald Trump a annoncé eh bien, ce jeudi vouloir nommer son conseiller économique Stephen Mnuchin au poste de gouverneur de la Réserve fédérale, laissé vacant après une démission, accroissant ainsi son influence au sein du comité fixant les taux d'intérêt. Et évidemment, dans un message sur son réseau social, le chef de l'État affirme que Stephen Mnuchin occupera ce siège de gouverneur jusqu'à fin janvier 2026 et qu'un remplaçant permanent sera cherché dans l'intervalle. Donc, voilà, on a véritablement eh bien, cette nouvelle hein, qui montre bien que Trump veut s'emparer un petit peu de tout aux États-Unis. Donc, ça peut faire peur, voilà, ça peut faire peur aussi, mais en tout cas, c'est clairement ce que l'on a aujourd'hui devant nos yeux. Donc voilà, tout ça, évidemment, dans un contexte, vous le savez, où pour moi, les marchés américains sont chers. Alors dans leur globalité, hein, lorsqu'on regarde bien sûr, voilà, lorsqu'on regarde bien sûr le marché de manière générale, hein, le stock picking, lui, vivra éternellement, je dirais. Mais lorsqu'on regarde voilà, les ratios de valorisation, on est sur des niveaux quand même assez élevés, je trouve, notamment sur le S&P 500. La croissance du monde, on le sait, va être légèrement modifiée. Alors la croissance elle-même va passer normalement en 2024 de 3,3% à 3,1% en 2026, mais ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'on voit que notamment aux États-Unis, la croissance va très certainement diminuer. On voit également que en Europe, ça va pas être folichon, donc il va falloir très certainement aller voir les autres régions du monde pour trouver un petit peu de croissance. Ce qu'on peut voir également, et c'est peut-être, et je vais d'ailleurs, j'en parlais hein, tout à l'heure, hein, pour moi, l'inquiétude, hein, véritablement, c'est la différence. Alors, il y a toujours eu une différence de performance ces dernières années entre le top 10 du S&P 500 et le reste. Ça, à la limite, on peut le comprendre. Il y a l'effet pondération, il y a l'effet ETF, il y a plein de choses qui font que... Ce qui m'inquiète beaucoup, en revanche, c'est que cet écart a beaucoup grandi ces derniers temps. Et je pense que c'est pas bon. Alors, pas forcément qu'en termes de valorisation. C'est pas parce que alors, les 10 les 10 plus grosses entreprises du S&P 500 sont très bien valorisées. Toutes. On peut me dire, oui, mais il y a la croissance en faveur, tout ce qu'on veut, peu importe. C'est très bien valorisé. Mais ce qui m'inquiète au-delà de la valorisation, c'est eh bien qu'elle s'accapare des flux financiers qui sont inquiétants. Trop de flux financiers, parce que c'est toujours la même chose. Comme je dis souvent, si tout le monde a les mêmes actions au travers d'ETF, etc., le jour où vous voulez vendre parce qu'il y a effectivement
il y a une mauvaise nouvelle sur une boîte, vous pouvez avoir un effet domino qui vient entraîner les marchés. C'est exactement comme une boîte dont on reparlera encore une fois, comme Novo. Vous avez un graphe qui est exponentiel, tout le monde est dedans, même si c'est très cher, tout le monde a du Novo Nordisk dans son portefeuille, parce que c'est l'entreprise à avoir, mais le jour où il y a une mauvaise nouvelle, tout le monde veut s'en débarrasser, et là vous avez une chute qui est vertigineuse. Vous pouvez très bien avoir ce phénomène-là sur des ETF. Ça peut arriver. Moi, je le dis, ça peut très bien arriver. Donc, toujours avoir en tête ça. C'est arrivé par le passé sous d'autres conditions. Ça peut également arriver dans le futur. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'ETF, j'en parlais notamment sur les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on fait l'amalgame entre ETF et un ETF World ou un ETF S&P 500. On peut très bien avoir des ETF, avoir un portefeuille d'ETF, et pour autant être bien mieux diversifié qu'un seul tracker S&P 500 ou un seul tracker monde. Vous pouvez avoir des pays émergents, vous pouvez avoir des obligations, vous pouvez avoir différents secteurs également d'activité. Vous pouvez également même maintenant avoir des cryptos. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est à vous aussi de modeler votre portefeuille d'ETF, de modeler votre portefeuille long terme pour éviter, au cas où il y ait de la volatilité, de subir cette volatilité. On passe juste sur une statistique technique. Nous avons eu donc la semaine dernière ce qu'on appelle un illuminating reversal, c'est-à-dire qu'on a fait un plus haut historique et que la bougie a avalé la bougie précédente, donc la bougie hebdomadaire. Et alors, ce qui est très intéressant, donc il y a le tableau des statistiques, vous pouvez zoomer pour avoir le détail, mais je voulais résumer pour que ce soit plus lisible, en tout cas, vous, à l'écran. Ce qui est intéressant, très intéressant, c'est que lorsqu'on a cette configuration, alors on va peut-être pas sur 1 ou 2 semaines parce que c'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de 1 à 3 mois et ensuite plus. Donc sur un mois, en moyenne, vous avez une performance de moins 1,15% sur le S&P 500. Sur 2 mois, moins 0,71. Sur 3 mois, plus 1%. Et donc, vous avez 79, 76 et 39% des cas qui sont négatifs. Ensuite, au-delà de 6 mois, les choses s'arrangent bien mieux puisque vous avez une performance de quasiment 4% sur 6 mois. 61% des cas quand même qui sont négatifs. Et vous avez en revanche sur un an une performance de 9%, donc 18% des cas qui sont négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire cette statistique? Ça ne reste aussi qu'une statistique, mais qui vient se compléter avec tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire tout le scénario que probablement on va avoir des mois un peu en zigzag les 2 ou 3 mois qui arrivent. Eh bien voilà, on a des performances qui sont plutôt flat sur les 3 mois à venir. Donc très certainement un peu de volatilité, peut-être même un petit peu de baisse. Mais globalement, on n'a pas a priori de grand crash quand on a ça. On n'a pas non plus de performance hyper positive donc sur les 3 à 4 mois à venir. Donc voilà un petit peu le scénario. Moi, mon scénario globalement, c'est qu'on s'oriente vers, encore une fois, 3 mois un peu en zigzag où il va falloir être un petit peu plus malin, aller chercher des valorisations, aller chercher des tendances, aller chercher des actions un petit peu oubliées, des choses comme ça. Et patienter comme ça, avant, je l'espère, d'avoir une fin d'année beaucoup plus favorable. Évidemment, c'est très difficile de se projeter jusque-là. On essaye toujours, pareil, de bâtir des scénarios de base qu'on affine au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que quand on a des scénarios en tête qu'on affine, c'est beaucoup plus facile de prendre des trades. Cette semaine, donc pour la table des investisseurs, vous avez eu 2 newsletters sur le portefeuille Forteresse, bien sûr, qui est passé vert, donc surtout sur le DCA et sur le versement unique. Vous avez eu également une lettre qui a été sur les publications, qui a été avec Quentin, qui a été très apprécié, donc un résumé des publications. Bien sûr, cette newsletter, elle est gratuite, vous avez accès à tout, à l'actualité économique, au portefeuille Forteresse, à des stratégies, à de la gestion privée de l'immobilier, bien sûr les outils pour Time, la lettre mensuelle aux investisseurs qui reviendra bien entendu au mois de septembre. Vous avez également des articles sur l'or et les métaux précieux. Donc la semaine prochaine, je pense que ce sera une newsletter sur très probablement l'indépendance de la Fed, d'ailleurs, sujet qu'on a abordé tout à l'heure.
Eh bien, on va sans plus attendre attaquer, parce qu'on a fait une première partie quand même eh bien, relativement importante, et on va donc regarder notre cher ami, le CAC 40. Alors, le CAC 40, eh bien, les amis, hein, on n'a pas grand-chose, hein, on a finalement une congestion en mensuel qui est assez importante. On est plus ou moins dans une figure, mine de rien, qui est toujours globalement haussière. On est neutre, voilà, on est sur une M10 mensuelle qui est relativement plate. Donc c'est vraiment de la neutralité à long terme, puisque je suis en données mensuelles. Lorsque je regarde donc eh bien, le CAC 40 sur l'unité de temps hebdomadaire, eh bien, on a eu cette chute la semaine dernière, on est venu tester le support des 7005, on a un rebond, voilà, plus ou moins timide. Donc bon, voilà, en unité de temps hebdomadaire, ben, on est pile sur la M10, voilà, qui est baissière quand même. Donc voilà, on va dire que c'est encore une fois très neutre. Donc relativement neutre à long terme, relativement neutre à moyen terme, un bon mois d'août. Et alors, sur l'unité de temps journalière, eh bien, vous le voyez ici, donc je vous disais la semaine dernière, on risque d'avoir un pullback dans la zone des 7007. Vous avez tracé cette zone, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, zone des 7007, c'est là pour moi où ça va être compliqué. Donc voir un petit peu si on a la capacité déjà de combler le gap, et si on arrive en revanche à redépasser tout ça, alors oui, on peut croire à mieux. Mais voilà, mais pour le moment, eh bien pour le moment, RAS, quoi, je dirais que c'est vraiment dans la neutralité sur toutes les unités de temps. Donc on est sur la M10 journalière, sur la M10 hebdo, sur la M10 mensuelle. C'est vraiment un bon mois d'août, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Sur le CAC Small, eh bien, sur le CAC Small, lui est toujours très fort. Et donc il est sur ses plus hauts, hein. On peut le voir en unité de temps mensuelle, donc on est sur les plus hauts. Il faut faire attention, parce qu'on va avoir un retournement à un moment donné. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est très fort, c'est très ferme. On a la M10 qui soutient très bien les cours. Donc il n'y a rien à dire. Et c'est plutôt une AQ point haut. Donc on pourrait même, voilà, si on arrive à breaker cette zone-là, on peut encore accélérer. Maintenant, il faut faire attention quand même, parce que voilà, on est quand même sur des niveaux. Voilà, il faudra faire attention à la cassure potentiellement de la M10. Alors vous pouvez commencer, si vous voulez, à tracer voilà, des petits supports comme ça. Alors il faudra procéder par étapes, bien entendu, avant de parler d'un retournement. Pour le moment, c'est absolument pas le cas, hein. Donc il n'y a rien à dire sur le CAC Small. Il faut continuer à trader les small caps. Mais voilà, se dire que quand même, à un moment donné ou à un autre, il va falloir que ce marché souffle relativement. On passe, si vous le voulez, aux actions. Et on va passer donc à Total Energy. Alors, je peux basculer directement sur le graphique journalier, hein, sur Total Energy. Voilà. On est toujours dans ce biseau, dans ce fameux biseau, Total Energy. Donc, évidemment que c'est une entreprise intéressante. Alors, il y a quand même une baisse intéressante, hein, parce que c'est une baisse qui a eu lieu de quand même jusqu'à 30%. On a rebondi. Pour moi, on est toujours dans ce biseau descendant. Voilà. Qui terminera, je pense, par une cassure par le haut. Voilà. Maintenant, à quel endroit elle va casser par le haut? Est-ce que ça va être là? Est-ce que ça va être là? Je ne sais pas. Ce qui est plutôt intéressant à court terme, c'est que ça, c'est plutôt, je dis bien plutôt, pour moi, la formation d'une structure de continuation. Donc l'idée, pour moi, ce serait plutôt avoir ce genre de structure-là, pour retrouver peut-être ces niveaux-là. On verra. Donc ça se suit, ça se regarde. Maintenant, c'est toujours pareil, hein. Pour moi, Total Energy, c'est plus une action à accumuler lorsqu'il y a des gros replis, plutôt qu'à trader. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une amplitude qui est relativement faible, donc il n'y a pas des décalages qui sont hyper importants à jouer. Donc voilà, plutôt, alors vous allez me dire, ok, très bien, Tino, mais à quel endroit du coup on peut accumuler sur repli? Voilà, bon, alors ceux qui veulent vraiment trader, bah, par exemple, vous voyez ici la cassure des 53,16 pour aller chercher le haut du biseau. Ceux qui veulent plutôt acheter sur repli, vous allez chercher plutôt voilà, la proximité de ça. Voilà. Alors il y a quelqu'un, je vais apporter une réponse, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu parles de cassure, est-ce que tu parles de cassure en clôture? Non, je parle de cassure. Parce que cassure en clôture, déjà une cassure en clôture ne vous donne pas plus de certitude quant à
à la profondeur de cette cassure. C'est pas parce que vous cassez en clôture que derrière la cassure est beaucoup plus valable. Donc non, du moment où ça casse, voilà, alors effectivement vous avez des fausses cassures. Mais vous avez des fausses cassures en journalier, comme vous avez des fausses cassures en clôture du soir, comme vous avez des fausses cassures en clôture de la semaine. Donc ça vous pouvez pas savoir, ça fait partie des aléas. Donc quand je parle de cassure, c'est du dépassement tout simple. Donc voilà, donc plutôt, ceux qui veulent accumuler, si vous avez un gros repli, ce sera plutôt là. Donc deux solutions, soit accumulation sur repli en cas de repli à proximité de cette zone, soit là par contre, vous jouez le trading momentum et vous jouez ce premier mouvement, et après, ben, on verra. Après, on verra si on arrive véritablement qu'il y a du momentum et qu'on arrive à casser tout ça, à construire et à relancer, ben, du coup, vous aurez pris par là et vous serez content. Voilà. Donc d'abord, pour les traders, jouez ce mouvement-là, plus si affinité, sinon pour les investisseurs, plutôt acheter sur repli à proximité, donc du biseau descendant. Ensuite, nous avons Capgemini. Alors Capgemini, hop, je vais vous la mettre plutôt en unité de temps mensuelle, voilà. Donc en unité de temps mensuelle, oui, on est sur la zone. On revient sur la zone, d'ailleurs, des plus bas ici. Donc les plus bas, hop, je vais enlever ça, voilà. Les plus bas ici d'avril. Donc la zone des 110 pour moi est une belle zone. Voilà, première belle zone. Gardez un petit peu de cash parce qu'il y en a une autre qui se situe ici sous les 75. D'accord. Donc oui, éventuellement, ça peut être une zone. Première zone intéressante pour de l'accumulation. Ok. Voilà, pour moi, on évolue là aussi dans un biseau descendant. Donc on peut même aller tester le bas là. D'ailleurs, vous allez avoir la M200 mensuelle qui va venir, qui avait fait d'ailleurs support ici. Donc éventuellement, peut-être les plus gourmands, peut-être aux alentours des 100, ça peut être une zone. Donc voilà, pas grand-chose à dire. En trading pour le moment sur Capgemini, honnêtement, il n'y a rien à dire. Hermès, donc j'en ai parlé la semaine dernière. Pour moi, on est sur un moment important. Un premier moment important. Il faut absolument qu'Hermès réagisse là. Absolument, absolument, parce que si ça lâche, pour moi, c'est rendez-vous, non pas en terre inconnue, mais rendez-vous plutôt aux alentours des 1700 €, c'est-à-dire les plus hauts de 2021, les plus bas de 2023, les plus bas d'octobre 2023. Donc ce sera pour moi rendez-vous à 1700. Donc là, pour moi, c'est une toute petite opportunité. Voilà, vraiment toute petite. Là, ça commencera à être intéressant. Par contre, moi, vraiment, là où je serais intéressé, c'est à proximité de ce support. Donc voilà, là encore, à quelle vitesse on va y aller, si on projette un peu, admettons un canal comme ça, j'en sais rien, ce serait peut-être par là. Donc voilà, il faudrait une sacrée chute, hein, c'est sûr. Mais donc il faudrait une chute de quand même 50%. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais je vais vous dire qu'on a déjà fait 30, donc on peut très bien faire 50 de plus. Donc voilà, mais en tout cas voilà, déjà première zone 1600, 1700, et après nous suivrons pour voir à quelle vitesse potentiellement on atterrit à proximité du support oblique. Schneider, donc évidemment très très belle, très très beau titre. Donc moi, vous le savez, je serai acheteur, mais uniquement sur le canal. Pour moi, le canal est assez propre en mensuel. Donc là, vous pouvez avoir effectivement voilà, pour les traders, mais en revanche, pour les investisseurs, plutôt bas de canal. Alors souvent, on me dit, oui, mais bas de canal, ça fait combien? Ça dépend. Ça dépend à quelle vitesse vous allez descendre. Puisque si vous descendez comme ça, vous n'avez pas le même prix que si vous descendez comme ça. D'accord. Le prix ici, 211, n'est pas le même qu'ici à 178, évidemment. Donc, si vous voulez, il faut attendre un petit peu que le marché progresse. Donc, je suis en 4 heures, c'est peut-être un petit peu trop bas. Donc en journalier, voilà, on est là. Ça joue du rebond parce qu'il y a des traders qui évidemment voient cette zone de support. Donc ça joue du rebond et vous pouvez jouer des rebonds techniques hein, et prendre 3, 4, 5%. Il y a un gap ici à les combler, revenir tester la M200, peu importe. Mais ça, c'est du trading. Pour moi, l'investisseur, lui, il va attendre le rebond et ensuite la nouvelle attaque baissière. Et là, éventuellement, il va prendre part aux investissements sur Schneider Electric. Long terme. D'accord. Bon, LVMH, c'est difficile. C'est difficile. Alors, c'est pas mort encore. Pas mort. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mort encore pour LVMH. Mais c'est difficile. On bataille. Voilà, on bataille. Alors, lorsqu'on regarde le graphique en unité de temps mensuel, voilà, on l'avait vu. On a cassé ici le support. On fait le pullback et on construit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que un pullback violent, en général, vous avez les vendeurs qui sont très forts, très puissants, et tout de suite, ça lâche. Ça, j'essaie de trouver des points positifs sur LVMH. Hein. Ça n'a pas été le cas sur
LVMH. Pour le moment, ça bataille encore. Ça bataille, alors il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais on est toujours dans cette immense figure. Voilà, donc après on peut tracer, on peut machin, mais on est toujours globalement dans cette figure-là. Pour moi, tant qu'on est là-dedans, tant qu'on tient voilà, les 430, tout n'est pas encore totalement perdu. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire arriver à breaker ici, construire par là, réintégrer ça. Il y aura évidemment aussi l'AM200 qui va venir, donc il faudra s'en affranchir. Bon, il y a énormément de boulot, je ne vais pas vous le cacher. Mais si je suis honnête, et que je dis véritablement ce que je pense, et surtout, au-delà de ce que je pense que le graphique nous montre, aujourd'hui, au moment où on se parle, encore une fois, lundi sera peut-être différent, ou ce soir, mais au moment où on se parle, c'est pas mort pour LVMH, pas mort, voilà, c'est pas mort. Donc, attendons, encore une fois, l'anticipation en bourse, c'est pas toujours quelque chose qui est bénéfique. Retenez bien ça. Il faut pas être en retard en bourse, mais il faut pas être trop en avance. Ça coûte souvent aussi cher, même des fois plus cher d'être trop en avance qu'être en retard. Bon, Kering, ça tient. Bah, ça tient. Alors, elle fait pas une semaine exceptionnelle, mais ça tient. On est toujours... souvenez-vous, on a breaké l'oblique ici en rouge, et on fait donc la très grande figure, et on fait la petite figure. D'ailleurs, merci à celles et ceux qui me taguent à chaque fois sur les messages, sur les différentes configs. C'est Spi également cette semaine, on en a parlé, qui a breaké aussi. Voilà, donc on est toujours... Ah, on est dans la congestion. Tant, je vous ai dit la semaine dernière, tant qu'on tient le gap, c'est très positif, ce gap haussier. Tant qu'on tient le camp, reste au-dessus du gap, c'est très positif. Maintenant, évidemment, le plus dur reste à faire. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a une réduction de la volatilité, réduction, vous le voyez ici également, réduction des volumes. Donc c'est intéressant, il faut breaker. Alors il va falloir d'abord s'affranchir ici des 216 et des bananes pour aller retrouver l'entrée de gap et éventuellement la clôture. Quand est-ce qu'on invalide? Bah, il va falloir, pour vraiment retourner la tendance de moyen terme, il va falloir du boulot. Pour moi, il va falloir même repasser sous les 194. Donc même là, à très court terme, tant qu'on tient le gap, c'est positif. Et à moyen terme, je dirais que tant qu'on tient la zone rouge, on peut encore espérer. Mais pour moi, c'est la semaine prochaine. Voilà. Pour moi, la semaine prochaine, on doit avoir une réponse sur Kering. La semaine prochaine, il faut qu'on arrive à breaker le plus rapidement possible. C'est 216 dans un premier temps et ensuite les 226 dans un second. Seb, eh bien écoutez, là Seb, l'analyse technique, encore une fois, hein, regardez la pertinence de l'analyse technique, c'est magnifique, voilà, magnifique. Seb, beau petit rebond, alors tout n'est pas fait, bien entendu, mais en tout cas, c'est pas mal. Ça réagit, c'est déjà pas si mal que ça. Maintenant, il faut accélérer, il faut que le marché le veuille d'abord, accélérer. Mais c'est intéressant, vous avez également une belle zone de pivot, voilà, toute cette zone-là. Pour moi, alors je l'ai dit, hein, je le répète, je l'ai dit il y a 15 jours, pour moi, cette zone-là, voilà, de 64 jusqu'à 54-55, c'est une première zone d'accumulation sur celle. Voilà. Il y en a une seconde qui sera plus basse, mais celle-là, déjà, elle est quand même pas si mal que ça. Voilà, pour Seb. Pour Bouygues, la config, alors c'est une config intéressante sur Bouygues. C'est une config, voilà. Ce qui est intéressant sur Bouygues, je suis en données mensuelles. Il y a beaucoup de graphes en données mensuelles. Parce que je trouve que les graphiques mensuels sont plus intéressants actuellement pour beaucoup d'actions que les graphes court terme. Donc les long termistes seront très contents de voir cette vidéo. Mais Bouygues, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a une structure quand même. Donc déjà, on est arrivé à s'affranchir de cette oblique baissière. Donc ça, c'est déjà positif, on est au-dessus. On est revenu tester la résistance de 2018, la résistance de 2019 et de 2024. Donc on a échoué. On a fait le recul, il y a eu des publications d'ailleurs. Et là, on voit que cette semaine, il y a une belle réaction. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on peut, si vous voulez, regarder même le graphique maintenant journalier. Et ce qui est intéressant sur le graphique journalier, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de voir est-ce qu'on va arriver, voilà, à bien congestionner là aussi, pour ensuite, pourquoi pas, breaker par le haut. C'est ce que j'attends sur Bouygues. Tout ceci sera invalidé pour moi si on commence à repasser sous la M200 qui va monter, donc sous la M200 plus sous les 36 €, pour moi sur Bouygues, on va commencer à dégrader. Donc GTT, bah, j'ai rien à dire, hein. Moi GTT, je suis toujours, alors, pas vendeur, parce que je ne shorte pas GTT, mais je ne suis pas acheteur sur ce niveau-là. Pour le moment, je le dis depuis 2 mois, j'ai tort, ça fait 2 mois que je vous dis pour moi n'achetez pas GTT, ça fait 2 mois qu'elle continue de monter, encore que tout est relatif. Mais
voilà, je maintiens ce que je dis. Je sais qu'il y a une communauté forte sur GTT. Et attention, j'ai pas dit que GTT est une mauvaise action, hein, pas du tout. Loin de là, au contraire, je serais même intéressé en cas de repli. Je dis juste que pour l'investisseur long terme, pour moi, c'est pas une zone d'accumulation. Voilà. Donc attendre un repli, voire même un très gros repli. Mais là-dedans, plutôt vigilance. Maintenant, je suis conscient aussi que ça peut continuer de monter, premier élément. Et je suis conscient aussi que ça peut mettre des mois avant de baisser. Donc voilà, l'essentiel, c'est in fine, dans nos analyses, d'avoir un maximum de fois où on a raison, dans la mesure du possible. Maintenant, si GTT décide de breaker les 172 et de partir en exponentiel vers les 240, 260, tant mieux pour celles et ceux qui ont du GTT. Alors, par contre, si vous avez du GTT, il n'y a pas de raison, c'est vrai, si vous en avez actuellement et que vous avez acheté, par exemple, aux alentours des 113, il n'y a pas de raison de vendre là, ici. Voilà, il y en aura peut-être si on commence à passer sous les 155, mais là, ici, il n'y en a pas réellement. Donc, voilà pour GTT. Alors, on passe ensuite à Thermador. Alors, Thermador, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Elle est là en données mensuelles. Bon, voilà, elle avait rebondi ici au mois d'avril. Bon, voilà, c'était les zones, hein, on avait proposé des zones à l'époque. Entre les 61 et 66, donc vous voyez la zone, là, forcément, bon, on le voit, c'est une zone facile à trouver. Il y avait des appuis, donc voilà. Maintenant, bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis pas acheteur, là, sur ces niveaux-là. Ouais, pas forcément acheteur, donc on peut aller un petit peu plus haut, on peut aller tester l'oblique ici aux alentours des 90, mais pas forcément acheteur. Le graphe est merveilleux, mais voilà, encore une fois, sur repli, si on y revient, voilà, si on revient dans cette zone-là, pourquoi pas. Et après, les zones de support, éventuellement horizontaux, je décale parce qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Mais voilà, là, acheteur plutôt sur repli. Maintenant, c'est un très beau graphique, c'est une très belle société, donc il n'y a rien à dire. Air France, qui a fait une belle performance, hein, Air France, depuis quelques temps, qui s'est bien envolé. Alors bien envolé, tout est relatif, hein, là aussi, quand on regarde le graphe mensuel, la hausse spectaculaire, elle est là. Hein, donc, autant vous dire que on ne voit pas grand-chose. Par contre, on voit bien le biseau descendant, qui était ici. Il était quand même très clair. Ce biseau descendant, donc c'est ce qu'on joue. On peut aller chercher pour moi les 18-19 euros, pourquoi pas. Donc c'est vraiment pas mal. Donc il n'y avait pas grand setup. Alors il y en avait un setup, il y en a eu un ici. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut attendre. Il faut attendre une petite congestion sur Air France pour pouvoir éventuellement jouer la reprise. Mais oui, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez effectivement la M200 qui est en train également de se reprendre. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous avez eu, hein, comme je vous dis souvent, la première construction au-dessus de la M200 qui se redresse, elle était là. Donc ceux qui ont pris part, voilà. Bon, il y a dû certainement avoir l'annonce des chiffres, je sais pas. Mais en tout cas, eh bien, Air France, effectivement, pour le moment, elle est en tendance haussière de court terme. Donc ça se regarde. Mais là, voilà, vous avez trop de volatilité, vous avez, j'imagine, voilà, des pics de volume qui sont apparus. Donc il faut bien sûr laisser tout ça eh bien, se calmer et ensuite on pourra prendre éventuellement part à une nouvelle vague sur Air France. Soitec, elle est en difficulté, elle a un petit peu rebondi, mais c'est très timoré, hein, voilà, on est là. Alors je vous la mets en mensuel, là aussi c'est plutôt le graphe mensuel qui est assez intéressant. Bon, c'est en grande difficulté, hein. Soitec, maintenant, voilà, les investisseurs qui pensent que c'est quand même toujours une belle valeur, moi j'ai toujours mes deux zones, voilà, deux zones d'accumulation, donc la zone de 38 à 47, donc on est en pleine dedans, et après vous avez une deuxième zone des 7 euros jusqu'aux 12-13 euros, donc je sais pas du tout si ça va tenir ou pas. Pour le moment, on peut le regarder à court terme, hein, il n'y a pas grand chose. Voilà, il n'y a pas grand chose. Alors, voilà, les traders, il y avait une double inside bar ici, voilà, pour vraiment du trading, quoi. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On doit être toujours, voilà, on est toujours sous M10. Donc tant qu'au minimum court terme, on repasse pas au-dessus de la M10, c'est quand même très compliqué. Voilà. Maintenant, ça se regarde. Ce qui me gêne un petit peu sur Soitec, c'est qu'il y a de moins en moins de volume. Hein. Voilà. Les volumes sont quand même bien affaiblis. Donc ça devient difficile maintenant, plus difficile qu'avant en tout cas de rentrer sur la valeur. Donc voilà, maintenant voilà, on est toujours à long terme hein, sous ce trend baissier. Alors voilà, il peut y avoir ce biseau descendant éventuellement. Voilà, mais il faut du temps. Il faut laisser, hein, des fois il faut regarder, mais là j'ai rien. Voilà, pour le moment j'ai rien, on est toujours dans ce biseau descendant, tant qu'on ne se cassera pas par le haut. Ce sera difficile de sortir de là.
NJ, alors, c'était, vous le savez, ma conviction pour cette année, hein, elle a brillé, NJ. Donc voilà, maintenant, je pense que on est en train de matérialiser peut-être un pullback dans cette zone. Donc voilà, éventuellement, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, éventuellement sur repli. Alors on a fait une mèche basse, ça a été acheté. Donc éventuellement sur repli pour les investisseurs dans la zone des 16, 17. Et pour les traders, alors pour les traders, bah, c'est pas propre. C'est pas propre parce que voilà, on le voit. Moi, je vois rien du tout là pour les traders. C'est beaucoup de zigzags, c'est pas propre du tout. Donc, franchement, pour les traders, je resterai à l'écart de NJ. Autant là, on avait des choses qui étaient exploitables, hein, notamment ça, notamment ça, notamment ça. Autant là, notamment ça également. Autant là, c'est compliqué. Ça ressemble plus à un gruyère qu'autre chose. Donc, à mon sens, NJ là, plutôt de côté. Voilà. Ok, même si ça change rien du tout, là, ça c'est au court terme, ça change rien au graphique long terme, qui pour moi peut faire un pullback. Voilà, l'idée, hein, idéalement, ce serait venir là, faire le pullback, construire le retournement et ensuite repartir à la hausse. Ce serait ça l'idée sur NJ. Tout ça est invalidé si on commence à réintégrer la figure, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Reworld, donc Reworld qui voilà, est toujours dans la même situation qu'auparavant, donc elle tente elle aussi le retournement. J'avais dit la semaine dernière, ce qu'on attend, c'est la congestion. Ben, c'est exactement ce qu'on a. C'est exactement ce qu'on a, on est là, donc elle est là. Désormais, il faut pour moi d'abord repasser au-dessus des 18 euros, pardon, 1,81€ plutôt, pour relancer, éventuellement rebriquer. Donc ça se surveille. Par contre, j'aurais presque pu la mettre dans le titre à suivre. Ça se surveille, Reward Media, notamment pour la semaine prochaine, si on arrive à dépasser les 1,81€. Tout ça a été invalidé. Alors tout dépend votre agressivité. Elle est très agressive. Il montre une invalidation ici, ou les un petit peu plus moyen terme, sous la M200 journalière, hein, c'est-à-dire sous les 1,52, 53, quoi, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez du Technip Énergie, alors graphe magnifique, hein, Technip, mais voilà, je suis pas acheteur. Voilà, très très beau graphe, beau canal haussier qu'on a cassé par le haut, biseau ascendant qu'on a cassé par le haut, c'est très fort, mais je suis pas acheteur. Voilà, je suis pas acheteur. Éventuellement en trading sur du court terme, pourquoi pas, mais voilà, ici moi je vous la laisse. C'est une très très belle valeur, ça peut continuer à monter, c'est comme GTT, mais je suis pas acheteur. Je suis pas acheteur, donc éventuellement on replie, mais il va falloir du temps, il va falloir regarder, etc. Donc pour le moment, voilà. Si vous voulez absolument en acheter, gardez un peu de cash parce que pour moi, on a quand même plus de marge à la baisse, on va dire. Le ratio gain-risque est pas bon. Voilà, en gros, hein, pour faire simple, le ratio gain-risque pour moi est pas bon du tout. On a SPI ensuite. Alors SPI, bah c'est très positif. Hein. Voilà. Donc investissement, il n'y a rien à faire. Investissement, il n'y a rien à faire. Pour moi, attendre un repli comme on avait eu d'ailleurs ici, donc au mois de mars dernier, au mois d'avril. Donc il y en a eu hein, des replis, hein. Il y en a eu 3, 4 même ici. Donc éventuellement achat sur repli sur SPI. Ça c'est pour l'investisseur. Pour le trader, alors je suis très content parce que là je vais donc quelqu'un qui m'a annoncé la hausse avec ce graphe là, bravo. Alors moi je l'avais pas vu mais bravo, hein, quelqu'un sur les réseaux sociaux en début de semaine qui m'avait dit regarde sur SPI la congestion typique de ce que tu nous montres et derrière est-ce que ça va pas accélérer? Ben bravo, hein. Voilà, il y avait le double top, super. Donc j'ai perdu le nom de la personne, je m'en excuse qui me l'a montré publiquement. Donc effectivement, typique de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire achat au-dessus des 51,10 €, stop, voilà, par là, sous les 50. Ça vous fait un stop à, vous vous rendez compte, 2%. Et là, ben déjà, vous êtes à un gain de, vous êtes allé jusqu'à plus 4. Donc un ratio de 2, plus de 2. Donc bravo, évidemment que c'est ce genre de config. Regardez la réduction des volumes, la réduction de volatilité, double top, il y avait tout. Voilà. Mais c'est du trading, c'est des stratégies de trading que j'ai l'habitude de vous montrer, que je vois, je le vois bien hein, sur les réseaux, donc je vous remercie, hein, il y a de plus en plus de personnes qui appliquent cette stratégie et qui la montrent surtout, c'est ça qui est important, c'est de la partager. Partager à ceux qui ne suivent pas mes vidéos, ben, n'hésitez pas à partager vos stratégies, c'est très intéressant pour les novices. Mais ça fonctionne très bien, voilà, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, pour moi, TP partiel, potentiellement, vous payez, et ensuite, vous mettez un stop, voilà, dans le gap ici, et vous accompagnez
le plus longtemps possible. Par exemple, par exemple, vous accompagner avec la M10 potentiellement. Voilà, au fur et à mesure. Donc, rien à dire. Trader, c'était un super setup. Investisseur, en revanche, je vous l'ai dit, il faut plutôt attendre. Rémi Cointreau, elle a fait un pullback, sacré pullback. Rémi Cointreau, la vache. Et derrière, ça relance. Donc, belle congestion, ça relance. Donc, on est dans la situation que je vous avais donnée la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on va travailler la zone. Vous avez à quelque chose près la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même config, mais parce que c'est un canal voilà, sur Pernod, mais vous avez la même chose sur Pernod. Donc, le canal cassé, pullback, et on a relancé. Et je vous avais dit, voilà, la semaine dernière, elle est là, hein, vous avez tracé ça. Il faut pullbacker. Et ensuite, il faut construire. Ce qu'on attend la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, vous avez la mise en place d'une réduction de volatilité par là, on tente la cassure, que ce soit pour Rémi Cointreau ou que ce soit pour Pernod. Vetoquinol, ça fait des mois que je vous dis la même chose. Je l'attends sur le support. Voilà, il faut vous rendre compte, ça fait depuis janvier. Je vous avais dit, voilà, pour moi, on attend deux choses. Soit la cassure de cette résistance oblique ici en rouge, soit le retour ici. Donc, on va bien voir si soit on a ça. Pour moi, les deux, c'est de l'achat. Hein. Pour moi, les deux, c'est de l'achat. Mais voilà, il y a deux hypothèses de travail. Soit on break, on a la congestion, on prend part et on relance. Soit on fait le gros repli, on a une petite congestion, on break et on repart. Dans les deux cas, encore une fois, c'est de l'achat. Pourquoi? Parce que c'est une tendance haussière de très long terme. D'accord? Donc on a juste fait une espèce de grosse bulle, hein, on va le dire comme ça. Donc ce canal haussier voilà, a été cassé par l'eau, on l'a réintégré. Donc moi j'aimerais bien qu'on aille retester le bas, éventuellement relancer. C'est une très belle valeur, j'aime beaucoup. Mais pour le moment, voilà. Walter, donc Walter, c'est côté Pays-Bas. Donc c'est une très belle valeur. Walter, moi je l'ai beaucoup tradé par le passé. Très très belle valeur. Maintenant, voilà, ce qui me gêne, c'est qu'on avait ce support oblique a été cassé. Et je pense que là, on est en train de faire la correction de long terme. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose comme ça pour repartir vers le nord. En gros, c'est ça que je joue sur l'unité de temps long terme. Donc, a priori, ça veut dire qu'on peut avoir un rebond, mais que j'attends une dernière attaque baissière pour pouvoir relancer une tendance. D'accord? Donc, bon, voilà, vous avez un très beau support oblique. C'est ce support oblique-là que j'attends. On va voir si on y va, quand est-ce qu'on y va. Est-ce que ce sera ici, un peu plus haut, un peu plus bas? J'en sais rien du tout. Mais globalement, on va dire, globalement, c'est plutôt ça que j'attends. Si on commence à tracer une oblique, que pourrait voir le marché. Voilà, l'idée, en gros, hein, l'idée c'est de faire ça. L'idée c'est de faire ça. Nouvelle attaque. Ici. Donc peut-être par là. Là, ce serait pas mal. Voilà, grosso modo. Allez, on va être un peu moins gourmand par là. Voilà, l'idée, ce serait de faire ça. Donc nous verrons ce que le marché nous dira. Les choses peuvent être différentes. Mais ça, ce serait notre scénario idéal pour rentrer sur Walter. Ça m'intéresse. À titre perso, ça m'intéresse. Arcelor. Alors, Arcelor, le graphique mensuel est canon. Alors, ça peut mettre du temps encore. Hein. Arcelor, je vais vous le mettre en mensuel, ça suffit. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, c'est beau, mais c'est pas fait. Et tout le paradoxe, c'est que c'est beau, mais c'est pas fait. Vous avez donc énorme chute ici entre 2008, bien sûr, et le point bas ici en 2016. Donc, avec des rebonds, des choses comme ça. Et depuis, finalement, vous avez la formation voilà, d'un immense range. On pourrait même, alors elle est pas canon, hein, mais on pourrait même voir une épaule, tête et épaule inversée. Regardez ici la réduction de volatilité en mensuel. C'est exceptionnel ce qu'on voit sur ArcelorMittal. C'est pas souvent qu'on voit ce genre de configuration. Regardez la chute des volumes en mensuel. C'est exceptionnel. Donc ici, tout porte à croire qu'on va avoir un mouvement très puissant sur ArcelorMittal. Alors quand je dis on va avoir, la problématique elle est là, c'est qu'on est sur une unité de temps mensuelle. Donc, qui dit unité de temps mensuelle dit que ça peut potentiellement prendre du temps encore. Parce que vous pouvez encore aller jusqu'au bout de la figure, ça fait novembre 2026, vous voyez. Donc même au bout, ça peut même faire août 2027, donc ça fait 2 ans. Donc, voilà, je pense pas honnêtement que ça va mettre 2 ans. Je pense que ça va être dans les prochains mois.
Mais ça va se suivre, ça va se suivre. Et si derrière on arrive à breaker, on peut avoir une très grosse accélération d'ArcelorMittal. C'est un titre mou, mais mou parce qu'on est dans la congestion. Si tout à coup on décide, comme ça a été le cas, vous voyez ici il y avait une grosse réduction de volatilité, derrière ArcelorMittal a explosé, on peut avoir ce genre de config, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, on peut avoir ce genre de config tout à fait explosif sur un titre comme ArcelorMittal. À la hausse comme à la baisse d'ailleurs, parce que si en revanche on commence à casser plus tard, c'est pas mon scénario privilégié aujourd'hui, mais si on commence à casser le support oblique ici en pointillé par le bas, là il faudra faire attention parce que ce sera un retour sous les 10. Mais encore une fois, c'est pas mon scénario privilégié. TEP, j'ai pas grand chose à dire, c'est toujours baissier, voilà, c'est toujours très baissier. Donc voilà, je vous la mets en unité de temps hebdo. Voilà, on a toujours cassé, ça joue du rebond, mais voilà, a priori, c'est toujours très très compliqué sur le titre. Voilà, pour ceux qui veulent trader un petit peu, bah, vous pouvez éventuellement, mais pour jouer notamment l'entrée de gap et éventuellement la clôture, mais c'est toujours très très compliqué TEP. Donc voilà, je vous la montre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont et qui ont accumulé et qui me demandent le suivi. Mais pour le moment, c'est très compliqué. Déjà, il va falloir réintégrer la figure. Déjà, revenir dans le gap, ce serait déjà pas mal. Et après, si c'est vraiment un excès baissier et que le titre c'est le point bas, ben, il faudra breaker cette oblique ici en rouge, toujours la même. Donc voilà, pour le moment, de la patience sur Téléperformance. J'ai pas grand-chose à dire de plus, malheureusement, sur TEP pour le moment. Alstom, en revanche, la config, elle est vraiment pas mal. Donc Alstom, voilà, moi je trouve que, je vous en ai parlé la semaine dernière, que c'est vraiment pas mal. Donc on avait cette figure, la cassure de la résistance oblique, pullback, belle congestion ici, on relance, donc c'est vraiment pas mal, moi ça m'intéresse. Donc Alstom, si on a une petite congestion la semaine dernière, peut-être que je pourrais prendre éventuellement part à un petit trade sympa en mode swing trading classique. Ensuite, nous avons Eden. Alors Eden, elle se bagarre. Elle se bagarre, Eden. Voilà. Là aussi, elle se bagarre. Alors, ça se suit. Ça se regarde. Donc, on est sur une belle zone. Hein, vous voyez, tous ces plus hauts là. 2012, 2013, 2014, 2015. On est vraiment sur la zone. Alors évidemment, c'est toujours baissier. Hein. Attention, moi, vous me connaissez, j'aime bien vous parler des titres avant, avec bien sûr le degré d'échec que ça, avec lequel ça va. Moi, j'ai pas envie de vous parler de Edenred quand elle sera à 45 en vous disant, ben, vous voyez, il suffisait d'acheter la cassure du... non, ça c'est la météo de la veille, ça m'intéresse pas. Donc je préfère, tant pis, me tromper, et d'ailleurs vous le savez, si vous me suivez, c'est parce que vous appréciez ça. Je préfère me tromper et vous prévenir en avance et vous dire, attention, voilà ce qu'il faut surveiller, c'est baissier, mais il y a des constructions qui ressemblent à quelque chose, etc. Encore une fois, plutôt que de vous dire quand c'est trop tard et quand c'est passé. Donc, biseau descendant, ce qui est intéressant, c'est un biseau descendant dans le biseau descendant. Donc, biseau descendant ici, cassé, biseau descendant là, qu'on va essayer de casser. Il y a trois zones même de résistance à passer, puisque vous allez avoir la M200 qui va venir ici. Donc il va falloir se débarrasser de cette oblique ici, de cette oblique là, et de la MM200. Pour moi, le retournement, en fait, il s'effectuera lorsqu'on aura dépassé les 28 €, quelque chose comme ça. Donc c'est compliqué, c'est difficile pour Edenred, on est toujours en train de baisser, encore une fois, on est sous la M200 qui baisse, donc là il n'y a pas de sujet de débat possible, mais en tout cas, je trouve que ça construit. Donc, il faut regarder. On n'a pas de setup pour le moment. Vous voyez, on a 3-4 bougies comme ça, très directionnelles. Il faut, à mon sens, que l'on ait la semaine prochaine quelque chose comme ça, avec une petite construction, une petite congestion. Et là, à ce moment-là, on tentera quelque chose. Voilà. Mais ça se regarde, c'est watchlist pour les traders un petit peu contrariés. Voilà. Antin, c'est une config dont je vous ai pas mal parlé, qui s'est retournée, qui a fait le pullback. Vous voulez mieux le voir en... Non, pas en mensuel, en hebdo, ça suffit. Voilà. On avait la zone de résistance ici, là, ici, la zone de résistance, qui a été cassée, et on a fait le pullback. Donc je zoome un petit peu en unité de temps journalière, voilà. Donc, vous avez dit la semaine dernière, ce qu'on attendait, c'était la congestion. Bah, elle a lieu, mais elle a lieu plus bas. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. Ce qui n'est pas plus mal, ça nous donne plus de ratio gain-risque. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, reste le plus dur, la relance. C'est-à-dire breaker les 11,84 €. L'invalidation,
Ah, on peut la mettre. Tout dépend, encore une fois, ça dépend de votre agressivité. Alors, il y en a qui vont le mettre ici, il y en a qui vont le mettre sous la MM200. Ça dépend. Ça dépend. Chaque trader est différent, il faut accepter. Il n'y a pas de vérité universelle qui marche à tous les coups, c'est pas vrai. Donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître que chacun a son profil. Quel est l'objectif ensuite pour infrastructure eh bien, anti-infra, c'est de retrouver les 12,80 €, quelque chose comme ça, dans un premier temps. Donc ça se regarde, il va falloir donc la suivre également. Ça aurait pu être également le titre à suivre, mais je vous l'avais déjà donné, donc j'essaye de changer un petit peu. Donc Neuron, eh bien oui, effectivement, on revient sur le support oblique. Je vous la mets en mensuel, voilà, on est sur un support oblique. Voilà. Nous y sommes. Troisième touchette. Elle est propre. Est-ce que là, au moment où on se parle, on a un signal clair de retournement? La réponse c'est non. À partir de quel moment on va pouvoir espérer, on va pouvoir monter un plan de trade? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, vous tracez cette oblique ici. Et vous vous dites, ben, lorsque je break l'oblique, allez, en étant que ce soit là, hop, vous breakez l'oblique, je prends en position pour jouer la tendance, le stop se met sous le dernier plus bas. Première possibilité. Deuxième possibilité, pour les plus agressifs, j'attends une cassure et une clôture au-dessus de la M10. Et je prends part avec un stop sous le dernier plus bas. Ça peut être une méthode qui peut être pas mal. Ça, c'est pour les traders. D'ailleurs, même les investisseurs peuvent se servir de ça pour accumuler. Alors après, voilà, les investisseurs, eux, eh bien, vous avez cette première zone. Et après, vous avez cette deuxième zone ici, par là, qui devrait correspondre aussi au support oblique. Donc, si ça lâche sur Neuron, eh bien, on verra éventuellement cette zone-là peut être une zone. Voilà, si on a finalement ce canal haussier qui est cassé, c'est possible. Donc, on fait une cassure, pullback, et derrière, voilà. Et là, vous aurez une structure plus grande et vous aurez surtout un prix qui sera en effet bien meilleur. Ça, c'est pour les investisseurs. Pas sûr qu'on l'ait, mais si on l'a, vous avez au moins la zone en avance. Valorec, donc c'était, je crois, une action à suivre la semaine dernière. Il n'y a pas grand changement sur Valorec. Je vous la mets en journalier. Allez, en journalier. Donc je vous avais dit, il faut suivre la figure. On est toujours dedans. Ce qui est intéressant, c'est que la figure se poursuit, que la volatilité s'est réduite également. En revanche, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est qu'on est sur le bas de la figure. Donc il faut se reprendre dès la semaine prochaine. Donc les plus agressifs tenteront un achat au-dessus des 16,40 €, qui compléteront, en cas de break, des 17,20 €. Ok, l'invalidation sera sous le dernier plus bas. Donc voilà, objectif, vous avez cette zone-là déjà, les 18,20 €, et ensuite bien sûr les 19,50 €, voire plus, éventuellement, si affinité. La semaine dernière, vous avez parlé de Sequana, qui a bien pumpé. Alors c'est volatile, ce genre de trade. Donc vous avez proposé un achat, c'était la bougie de vendredi, voilà, au-dessus de la bougie de vendredi, donc c'était ici. Et donc derrière, c'est vrai qu'on a pris quand même 15%, quand même pas mal. Et comme je le dis souvent, cassure du top, c'était l'objectif d'ailleurs, revenir tester le top, cassure du top, derrière vendu. Donc voilà, et derrière, bien sûr, regardez un petit peu, voilà. Donc est-ce que c'est mort pour Sequana? Non, pas du tout, c'est pas mort, c'est juste que voilà, la structure est un petit peu plus longue, probablement, et que il va falloir peut-être, on peut le tracer de manière différente, c'est peut-être un range, je sais pas, on verra plus tard. Donc voilà, ça fait 2 fois qu'on en a parlé, on en a parlé à la cassure ici, et à la congestion là. Donc vous voyez, et 2 fois, vous avez eu certes, ici 15%, c'est ce qu'on a dit, ou 16%, ici vous avez eu que 50%, mais derrière, il faut accepter aussi que quand vous prenez 50% en 4-5 jours, ou là, en 48 heures, vous prenez 15%, il faut accepter qu'il y ait des replis de 22, et derrière, ici, de 22. C'est normal. Donc, c'est au prorata aussi de la volatilité. Dans les deux sens. La volatilité, c'est souvent, malheureusement, dans les deux sens. C'est pas qu'à la hausse, sinon ce serait trop facile. Voilà, donc on en est là, on fera le suivi. Voilà, maintenant, ça reste, c'est quoi là, ça reste évidemment spéculatif, bien entendu.
faut savoir ce qu'on trade. Eutelsat aussi, pour moi, ça reste spéculatif. Alors, on parle beaucoup d'Eutelsat, hein, tout le temps. Qu'est-ce que tu penses d'Eutelsat? Qu'est-ce que tu penses d'Eutelsat? Ben, franchement, je sais pas pourquoi, ou alors il y a un truc que je vois pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens, pourquoi ce graphique vous attire autant. Eutelsat, alors je sais qu'historiquement c'était une entreprise qui versait de très gros dividendes, d'ailleurs on voit hein, quel bonheur, les graphiques à dividendes, à gros dividendes comme ça, qui ne génèrent pas de croissance, c'est vraiment une très très bonne méthode d'investissement, surtout pour ne pas payer d'impôts d'ailleurs. Mais je vois pas pourquoi ce graphique intéresse autant, parce que je vois rien quoi. Rien de très beau quoi. Alors oui, il y a eu effectivement voilà, cette annonce, mais c'est plus du trading quoi. Donc voilà, après je peux essayer, on peut essayer de tracer pour les traders, voilà, éventuellement. Il y a quelque chose, oui, un biseau descendant qui a été cassé, on pullback. Oh, mais bon, c'est quand même, oui, c'est pas super quoi. Donc franchement, voilà, tant qu'on n'a pas mieux que ça, pour le moment, plutôt rester à l'écart sur Eutelsat. Et puis Vivendi, donc on avait pris part au trade, donc c'était voilà, la cassure ici, souvenez-vous. Et puis voilà, derrière on a eu le repli. Ce qui est intéressant, alors moi je l'attendais plutôt sur cette zone de pullback là, donc on verra, hein, cette grosse zone de pullback. Je ne sais pas si on ira. C'était mon espoir, mais j'avoue que là, à très court terme, hein, la config est pas si moche que ça, puisque là aussi on a une belle réduction de volatilité. Donc à suivre peut-être la semaine prochaine, si on a un départ, et on arrive à breaker potentiellement les 3,31 €, le stop d'invalidation par là, encore une fois, ça dépend de vous, et vous allez viser la cassure du top. Quels sont les volumes? Bah, les volumes ils sont en réduction plus ou moins aussi. Donc oui, ça se regarde, en effet, ça se regarde, pourquoi pas, pour la semaine prochaine. On passe maintenant aux États-Unis avec l'actualité bien sûr. Elididi, moins 14. Donc voilà. C'était drôle d'ailleurs, certains qui disaient je fais 50-50 Novo et Elididi, comme ça au moins je diversifie. Ben non, vous diversifiez pas du tout. Vous pouvez prendre une boîte sur les deux, ben, c'est le cas. Pour Elididi, alors beaucoup pareil se sont jetés sur l'opportunité entre guillemets. Pour moi, ça n'en est pas une. Pour du long terme, il faut attendre encore un peu. Là, vous risquez très certainement d'avoir du rebond technique, bien sûr. Hein, après une chute comme ça, vous pouvez avoir du rebond technique. Mais pour moi, derrière, c'est plutôt le bas eh bien de la proximité du support oblique minimum, donc c'est-à-dire peut-être, on va dire à peu près peut-être les 500 pour commencer à rentrer, et éventuellement plus tard, si ça baisse davantage, cette zone-là. Donc à suivre de près. Et Lily, mais on n'est pas encore, pour moi, sur une zone intéressante d'investissement. Novo, alors Novo c'est différent. Novo c'est différent parce que on a un beau marteau en cours mensuel. Donc voilà, on est dans la zone. Alors on commence à être dans la zone. Qui peut être intéressante. Donc sous les 50 $. Pourquoi pas, jusqu'à 40, entre les 40 et 50 $, première zone d'accumulation, la deuxième elle sera là, et enfin il y a une dernière là, mais bon, voilà, il faudra vraiment une grosse catastrophe, mais en tout cas les deux zones elles sont là. Voilà, pour moi, quelqu'un qui veut investir, alors, attention, hein, on peut aller plus bas, c'est pour ça que je mets plusieurs zones, etc. Mais pour moi cette zone là, elle commence quand même véritablement à être intéressante. Donc voilà pour Novo. Fortinet qui a baissé également. Mais on n'est pas non plus encore sur une zone, donc, malgré le petit rebond. Donc c'est une baisse, c'est pareil, hein, 38%. Mais c'est quelque chose voilà, qu'elle a l'habitude de faire. Hein. Fortinet, on le voit ici, elle a baissé de 42. Ici, elle a baissé de 45. Donc c'est quelque chose qui arrive quand même très régulièrement. Pour moi, la zone, elle est un petit peu plus basse. Si je suis un petit peu gourmand, voilà, sous les 63 jusqu'à 56, c'est une première zone d'accumulation. Et la deuxième, elle est beaucoup plus basse. On verra plus tard si on y va. Tesla, on fait également le suivi avec donc l'entreprise de Elon. Hop, toujours pareil, je vous ai dit la semaine dernière, il faut breaker. Donc c'est plutôt pas mal. On peut même commencer à ici jouer la cassure des 330. Ça va bouger hein, sur Tesla. Le graphique tel qu'il est présenté, à mon sens, on va avoir une très grosse accélération sur Tesla. Alors accélération ou décélération, hein, ça dépend, mais en tout cas accélération ou à la hausse ou à la baisse. Mais je pense sincèrement que ça va bouger très rapidement sur Tesla. Là aussi, réduction des volumes. Voilà, tout porte à croire que
on va avoir un mouvement très dynamique sur Tesla dans très peu de temps. Nextera Énergie, donc on me l'a proposé également. La vue mensuelle, elle est comme ça pour moi. Donc il y a une belle réduction de volatilité. On peut avoir un petit mouvement, mais pour l'investisseur, ce serait plutôt en cas de repli à proximité du support oblique. À court terme, ouais. Ouais, il n'y a pas grand chose. C'est plus une espèce de range pas propre. Donc pour moi, à court terme, même en swing, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Le graphe mensuel est beaucoup plus intéressant en revanche en cas de repli. Ou alors, il faut donc soit en cas de repli, soit pour les traders de momentum, attendre la cassure et ensuite redémarrer. Par contre, le graphique est canon. Hein. Le graphique est canon. Hein. Ça, c'est des graphiques long terme qui sont canons. Hein. Donc il faut pas. Voilà. AMD, on a tapé le premier objectif que vous avez proposé. Je crois que c'est le graphique hebdo. Ouais. Donc vous avez proposé achat sur le bas de canal, comme Nvidia, strictement qu'on va voir d'ailleurs après. Achat bas de canal, et pour moi, prise de bénéfice en haut. Alors, prise de bénéfice finale hein, en haut, mais pour le moment, voilà. Objectif ici, il y en a un autre ici, et éventuellement là. Donc on fera juste attention sur AMD, cette zone-là. Hein. Soyez prudents ici. Là, il y aura peut-être aux alentours des 200, il y aura peut-être une prise de bénéfice. Mais pour le moment, voilà, c'est haussier. Tant qu'on tient la M10 hebdo et qui est haussière, on reste pour moi, on reste haussier et il n'y a pas de raison fondamentale de décrocher de AMD. Apple, eh bien, Apple, voilà, ça fait un moment que je vous en parle. Je vous ai dit que c'était pas mon entreprise préférée, mais c'était peut-être une des plus belles configs sur les 7 magnifiques. Eh bien, je maintiens ce que je dis et on est en train de sortir même par le haut. En train de sortir par le haut de cette congestion. Donc c'est peut-être Apple qui va, peut-être, hein, on verra, hein, c'est peut-être Apple, voilà ce que vous avez dessiné, c'est peut-être Apple qui va soutenir à nouveau le Nasdaq ces prochaines semaines. On verra. L'objectif c'est de revenir aux alentours des 237 et revenir peut-être titiller les plus hauts aux alentours des 256 dollars. Je vous ai dit euros, dollars évidemment, vous avez bien compris. Donc voilà, on a vu Tim Cook avait promis 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, ça a plu au marché américain. Et là aussi, désolé de décevoir les anti-Trump, mais c'est une victoire de Trump pour le coup. Donc voilà pour, alors pas forcément pour les consommateurs parce que je pense qu'ils vont payer un petit peu plus cher, mais pour Trump en tout cas c'est une victoire. Et enfin donc le suivi avant de passer donc aux 3 titres à suivre et au screener, Nvidia, j'ai pas grand chose à dire, c'est toujours haussier, voilà. Alors moi vous le savez, je n'ai plus de Nvidia, bravo encore à ceux qui ont conservé, pour moi c'est pas un niveau d'opportunité, on a acheté ici, on a vendu par là, mais voilà. Donc la perf m'allait très bien, 100% de perf. Pourquoi on m'a dit ça, pourquoi t'as vendu? J'ai vendu parce qu'à un moment donné, il faut prendre des bénéfices. Et pour moi, l'allocation de cash est importante dans le ratio gain-risque. Est-ce que mon cash a plus de chances ici d'avoir de très belles performances que sur d'autres choses? J'en étais pas persuadé. Donc je suis sorti, tout simplement. Et puis il faut savoir au bout d'un moment matérialiser les bénéfices. Si vous matérialisez jamais vos bénéfices, ben, le problème c'est que voilà, quand est-ce que vous allez prendre vos bénéfices? Donc voilà, moi à titre perso, mais encore une fois, oui, effectivement, tant qu'on est voilà, au-dessus de cette oblique ici, il n'y a pas de raison fondamentale de sortir. Voilà, point. Si ce n'est que, ben voilà, parce qu'après, nous on est sorti, ça devait être fin juillet par là, ou je sais plus, par là peut-être. Voilà, c'est pas non plus une progression depuis 2 semaines qui est exceptionnelle. Donc voilà. Et puis même si elle va à 300, bravo encore une fois. Mais moi je suis plutôt un acheteur sur le long terme, sur repli. Et ça ne m'empêchera pas par contre de trader Nvidia. C'est-à-dire là par exemple si vous avez ce genre de graphique qui apparaît, c'est-à-dire vous avez une congestion comme celle-ci qui apparaît, ça n'empêche pas de trader et d'acheter les cassures pour vouer des petits mouvements. Ça c'est différent. Mais à long terme pour moi on n'est pas sur une opportunité d'achat. Alors les 3 titres à suivre. Ma chouchou, vous savez, je l'aime beaucoup. Ah, j'ai un petit biais, je l'avoue. J'ai un petit biais. Souvenir de vacances avec la famille. Donc forcément, j'ai un petit biais. Mais j'ai quand même Pierre et Vacances. Au-delà du biais, la config est pas mal quand même. Au-delà du biais, la config est pas mal. Mais je vous dis la vérité. Voilà, vous connaissez, je dis toujours ce que je pense et pourquoi aussi. Que vous soyez conscient des biais aussi que je peux avoir. Hein. Sinon c'est vous mentir. Donc non, on ment pas, on est respectueux et donc j'ai ce biais là. Mais une fois que j'ai dit ça,
la config est pas mal quand même, puisqu'on a fait résistance, 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 cassure, pullback, et là on fait la congestion. Donc ça se suit, ça se suit, et on va voir si on a la capacité de casser, et avant de repartir. Donc à suivre donc également Pierre et Vacances de près. Le deuxième titre à suivre, c'est Alphen, qu'on connaît bien, qui est en grande difficulté, titre en grande difficulté, mais qui tente de se redresser. Voilà, alors il y a cette résistance à passer, mais c'est pas mal. La M200 est en train de s'aplatir, donc voilà, donc ça peut être intéressant. Vous avez un gap ici à aller chercher, donc pourquoi pas aller chercher l'entrée de gap, pourquoi pas même sa clôture. Donc c'est pas mal, ça se regarde de très près. Et enfin, plus spéculatif, c'est CMB Tech, qui est pour les plus anciens comme moi, l'ancien Euronav. Donc ça cote en Belgique. Donc voilà, alors on n'est pas sur les plus bas, puisque les plus bas sont encore plus bas. Mais je trouve que la figure est pas mal, en biseau descendant, belle congestion, on a tenté de casser, on fait le pullback. Donc à suivre si éventuellement on a ce genre de config la semaine prochaine ou celle d'après pour vouer dans un premier temps un rebond, hein. Pas de retournement, mais dans un premier temps un rebond. Donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà pour les titres à suivre. Et enfin, bien sûr, le screener Trend Following qui est ici. Le voici, le voilà. Vous pouvez faire une petite capture. Je vous rappelle que le code est ouvert puisqu'il est sur le site du podcastdelabourse.fr dans la rubrique, dans l'espace membre qui est accessible gratuitement. Donc voilà, vous avez des trucs intéressants. Vous regardez. Nous, la semaine dernière, il y a 15 jours, je crois. La semaine dernière, je sais plus. Sur le salon, on a proposé une configuration sur Texera. Portugais. Ah ben voilà, ben elle est toujours la config. Donc c'était vendredi le 25 juillet, il y a 15 jours. Et vous voyez, il faut aller fouiller là-dedans. Vous avez des fois des configurations avec des réductions de volatilité. Donc vous voyez derrière, c'est sympa, hein. Derrière, c'est une progression quand même du titre de 45%, c'est colossal. Donc voilà, mais il faut trouver, voilà, il faut aller fouiller là-dedans. Je vous le remets pour ceux qui ont raté la capture, je vous le remets, allez fouiller là-dedans. Vous regardez quoi. Alors, il ne faut pas tout acheter, surtout pas, malheureux, ne faites pas ça. Mais vous allez regarder là-dedans. Vous êtes sûr déjà que vous êtes dans des tendances haussières, donc vous avez le flux avec vous. Et après, il faut trouver ce que j'appelle des portes d'entrée pour pouvoir valider tout ça. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve, alors normalement lundi, si je peux, sinon mardi, pour l'émission des cryptos qui, je pense, va être exceptionnelle, tant il y a des belles configs. Donc ne ratez pas ça. Comme d'habitude, je vous tiendrai informé ou lundi midi ou lundi soir de la diffusion sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour vos partages sur les différents réseaux, merci beaucoup pour les commentaires, c'est très important. Bien sûr, moi, vous savez, je me nourris de vos commentaires. Voilà, c'est la seule récompense de ces vidéos-là. Parce que vous savez, sur des vidéos YouTube, on gagne pas beaucoup, bien sûr, surtout sur une niche comme la bourse, hein, qui fait 5, 6, 7, 8, 10 000 vues maximum. Mais par contre, ma récompense tous les week-ends, c'est de lire toujours vos commentaires qui sont toujours extrêmement bienveillants et qui me donnent l'énergie pour venir tous les vendredis, qu'on ait passé une bonne semaine, ça a été plutôt le cas cette semaine, ou qu'on en ait passé une très mauvaise, comme ça a pu l'arriver parfois, notamment la semaine dernière. Donc trouver l'énergie dans ces moments-là pour pouvoir vous faire la vidéo, eh bien moi je puise cette énergie évidemment dans vos messages, dans vos commentaires, dans vos soutiens. Donc merci beaucoup parce que vous êtes largement aussi important que moi pour la construction de ces vidéos-là. Donc merci pour ça. Bon week-end et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. A plus, ciao.